Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la suite du programme avec, je l'espère, toujours le même plaisir. La dernière fois, nous avions parlé de Renaissance et d'humanisme, nous étions intéressés aux conditions d'émergence de cette grande période qu'est la Renaissance, ainsi qu'aux différentes caractéristiques de l'humanisme, en terminant sur quelques auteurs étrangers qui avaient œuvré justement à la diffusion de ces idées. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à ces auteurs français qui ont participé justement à l'émergence de ces pensées, qui les ont diffusées, qui ont contribué à leur grandeur. Puisque si la Pléiade, dont nous parlerons plus tard, a grandement œuvré justement en termes d'humanisme et en termes de diffusion de la langue française, le mouvement part de quelques auteurs un peu particuliers, à l'image de Rabelais bien évidemment, mais également de Clément Marot qui apparaît à cet égard à la fois comme l'héritier du passé et une figure charnière des grands courants artistiques, philosophiques, littéraires de l'époque. Et pour bien comprendre qui est Clément Marot, nous allons d'abord nous intéresser à quelques éléments biographiques. En effet, vous constaterez très rapidement que Clément Marot est partagé entre les rhétoriqueurs et la vie de cour. Et pour cause, cet homme est le fils de Jean Marot, qui était lui-même un grand rhétoriqueur, et qui va lui enseigner son art, des rimes, des allitérations, des calembours. Son père était aussi l'un des premiers qui a introduit l'œuvre italienne de Pétrarque en France. Et il va transmettre à son fils un certain nombre de thèmes inspirés justement de l'œuvre de Pétrarque. De cette école paternelle, Clément Marot va toujours conserver énormément de respect et d'admiration. Et c'est pour ça que son œuvre sera notamment marquée par le travail des rhétoriqueurs. Lui qui a vécu entre 1496 et 1544 va véritablement être l'héritier de cette culture-là. Mais d'un autre côté, il existe une autre source d'inspiration, une autre source d'enseignement, la cour du roi qu'il définit lui-même comme sa maîtresse d'école. Et c'est normal puisqu'il est né en 1496, je l'ai dit juste avant, à Cahors, dans le Quercy. Pour ceux qui auraient de la peine à situer Cahors et le Quercy, on parle ici du quart sud-ouest de la France. Et il va suivre, dès 1506, son père à la cour d'Anne de Bretagne, qui est la femme du roi Louis XII. Comme son père est valet de chambre, aussi secrétaire de la reine, Marot va vouloir à son tour occuper une charge à la cour. Tout simplement parce que ça apporte à la fois une protection assez appréciable pour les auteurs de l'époque, mais aussi une stabilité en termes de situation financière principalement. Et peu de temps après, il va entrer au service en 1519 de Marguerite de Navarre en tant que valet de chambre. Marguerite de Navarre, pour rappel, est la sœur de François Ier, à l'époque roi de France. Puis il va passer lui-même au service du roi. Donc, progresser finalement dans cette hiérarchie de la cour. L'avantage, c'est que ça va lui apporter une certaine reconnaissance. Il va très tôt commencer son métier de poète. En 1515 déjà, il publie le Temple de Cupido, qui est un recueil de poésie diverses, marqué notamment par les traditions du Moyen-Âge. Il va participer également à différents travaux de l'humanisme naissant, par exemple traduire la première églogue de Virgile, l'églogue étant un poème de style classique plutôt consacré à des thèmes pastoraux. Il va également traduire les Métamorphoses d'Ovide, que vous connaissez certainement tous. Il va participer à l'édition des œuvres de François Villon et des œuvres de son père. Donc une activité assez étoffée, assez importante, qui va lui apporter une reconnaissance très rapide. Malheureusement, qui dit reconnaissance dit aussi ennui, et il va très rapidement connaître quelques troubles, puisque, un peu comme tous les esprits libres de son temps, il va être pourchassé pour ses idées. Et en 1526, il va être incarcéré à la sinistre prison du Châtelet, dont vous avez ici une représentation, pour avoir mangé le lard en carême. Ça peut paraître assez absurde, assez vain comme condamnation, mais c'est quelque chose d'assez important. C'est pas uniquement un prétexte, ça montre toute la puissance de l'Église, puisque contrevenir au carême, rompre le carême, est considéré à l'époque comme un crime. Et c'est d'autant plus grave que Marot est beaucoup associé au milieu évangéliste, c'est-à-dire à ce milieu qui a une volonté de réforme du catholicisme sans rupture avec Rome. Donc une volonté de réforme de l'intérieur et pas de sécession complète. Et comme cette pensée, ce mode de pensée est assez mal perçu par la Sorbonne, qui est à l'époque la grande garante du pouvoir religieux, le fait qu'il contrevienne au carême n'améliore pas sa situation. Heureusement, Marguerite de Navarre sera toujours pour lui une protectrice plutôt efficace et elle va obtenir qu'il soit libéré du Châtelet. Il n'en reste pas moins qu'il va conserver de cette époque des souvenirs assez douloureux
ce qui va l'amener à écrire L'Enfer, qui est une violente satire de la justice dont nous reparlerons un petit peu plus tard, mais qu'il ne va pas publier tout de suite puisque il est malgré tout prudent et à juste titre, puisqu'en 1527, il va à nouveau être incarcéré. La raison cette fois est un petit peu différente. Il a voulu délivrer un homme que les soldats du guet emmenaient en prison. Les soldats du guet, c'est l'équivalent actuel de la police municipale. Et comme il est valet de chambre du roi, à l'époque, c'est le roi lui-même qui va le libérer après que Marot lui ait demandé grâce. Donc ce qu'on constate, c'est que sa franchise d'esprit, sa liberté de ton, lui amène malgré tout certains ennuis, mais lui apporte aussi quelques solides appuis. Et c'est assez intéressant justement d'avoir cette protection dans un temps où l'autorité royale peut être facilement contestée, soit par l'autorité religieuse, la Sorbonne dont nous avons parlé juste avant, soit par l'autorité municipale, puisque dans certaines villes, le roi n'a pas encore tout pouvoir. Et c'est donc essentiel d'avoir des protecteurs puissants à cette époque-là. Ce qu'on constate malgré tout, c'est qu'il apparaît, Clément Marot donc, comme un inventeur de genres nouveaux. Entre 1527 et 1534, il devient le poète officiel de la cour. Et il va beaucoup travailler à inventer des genres nouveaux. C'est à lui, par exemple, qu'on doit l'apparition du premier sonnet. Le sonnet, aujourd'hui, est un monument de la poésie classique. C'est à lui également qu'on doit l'apparition de l'églogue, qu'on a évoqué précédemment, de l'élégie également, dont nous reparlerons, ou de l'ode, qui est un poème lyrique. Ainsi, les ballades, les rondeaux, les chansons qui sont venues du Moyen-Âge sont progressivement abandonnées. Et les formes courtes des grands rhétoriqueurs, le huitain, le dizain par exemple, vont être transformées par Marot en épigrammes, à l'imitation un petit peu des poètes latins. Et c'est là que c'est intéressant, Du Bellay ne parlera pas forcément toujours de Clément Marot de manière très positive, mais quand il traite dans la défense et illustration de la langue française, qui est un monument en termes d'appui de la langue française et de mise en valeur de cette langue, quand il parle justement de la condamnation des genres anciens et qu'il préconise les nouveaux genres imités de la poésie gréco-latine, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il condamne ce que Marot a déjà abandonné et il recommande ce que Marot a déjà introduit. Donc Marot apparaît véritablement comme un précurseur. Et son œuvre, célèbre notamment pour tout ce qu'il raconte au niveau de la cour, est d'autant plus intéressante qu'il s'oriente de plus en plus vers une poésie personnelle, une source d'inspiration nouvelle. Ce qu'on constate notamment dans L'Adolescence clémentine, qui est une œuvre publiée en 1532 et dont la suite de L'Adolescence clémentine, tout simplement, va connaître un succès retentissant. Encore une fois, l'enfer n'est pas inclus dans ce texte, dans cette œuvre, tout simplement parce qu'il est encore une fois très prudent et parce que la même année, il va à nouveau être persécuté, à nouveau être accusé, un peu pour des raisons similaires, et donc il ne jugera pas opportun de publier cette œuvre. Mais on voit justement à travers cette création la dimension personnelle et le succès retentissant qu'il peut avoir. Malheureusement pour lui, la situation va quelque peu se gâter, et en 1534 éclate un grand conflit, c'est l'affaire des placards. En effet, pour situer un petit peu l'élément dans son contexte, on a placardé sur la porte de la chambre du roi des affiches qui défendent les idées réformées. Et François Ier à l'époque est plutôt proche des mouvements catholiques, ce qui va entraîner les premières persécutions protestantes. Marot va être forcé à l'exil pour une raison toute simple, c'est que son nom figure parmi les suspects. En effet, on l'a vu précédemment, comme il fait partie de ces cercles évangélistes, comme il a cette volonté de réforme, à partir du moment où des affiches sont placardées sur la porte de la chambre du roi, donc un lieu qui est quand même relativement inaccessible, que lui est proche de ces mouvements et que le roi le sait, de là à l'accuser, il n'y a qu'un pas. Donc Marot va fuir et va se réfugier auprès de Marguerite de Navarre, qui a toujours été pour lui une protectrice, on l'a vu précédemment, à Nérac, tout près de Pau. Et pourquoi chez Marguerite de Navarre? Parce qu'elle aussi a dû s'exiler, après avoir publié Le Miroir de l'impécheresse, qui est paru en 1533, et dans lequel figure notamment un psaume qui a été traduit par Marot, et qui a été condamné par la Sorbonne, garante de l'autorité religieuse de l'époque. Et Sorbonne qui n'a d'ailleurs aucune crainte à s'opposer au roi, lorsque c'est nécessaire, notamment en censurant sa sœur. Donc, c'est là que Marot va apprendre qu'il est condamné par contumace. Lorsqu'on parle de condamnation par contumace, c'est tout simplement une condamnation qui est prononcée en l'absence du condamné. Et pour cette raison, il va être obligé de fuir à l'étranger. Marguerite de Navarre va alors le confier à Renée de France, qui est la fille de Louis XII,
à l'époque duchesse de Ferrare en Italie, nord de l'Italie pour être exact, qui est elle pleinement acquise à la réforme et qui va accueillir Marot en 1535 comme elle a accueilli un autre homme particulièrement important pour cette époque, Calvin. Et à Ferrare, Marot va lire les poètes latins, en particulier Ovide, qui a aussi connu l'exil et qui a souvent traduit la nostalgie de la patrie perdue dans ses œuvres. Et Marot va créer dans la poésie française les premiers textes élégiaques, c'est-à-dire la plainte amoureuse. Mais Marot va aussi se distraire, va aussi publier des œuvres beaucoup plus légères, à l'image du blason du beau Tétain, puis celui du laid Tétain, qui est à la fois l'éloge et la moquerie, souvent assez poussée, de divers éléments, et notamment du corps humain. Et c'est ça qui va lancer la mode des blasons, notamment de l'anatomie féminine principalement. On va faire des blasons sur un petit peu toutes les parties du corps de la femme. Et en 1536, par exemple, un tournoi de blasons va être organisé de telle manière qu'au lieu de rivaliser les armes à la main, on rivalise avec des poèmes sur des thèmes imposés. Ce qui va aussi participer à consacrer le succès de cet amusement et le succès de Marot, malgré son exil. Cependant, vous vous en doutez bien, l'exil est douloureux. Marot va écrire au roi pour se justifier des accusations dont il fait l'objet. Mais il n'a pas le temps d'attendre la réponse de François Ier. Le duc de Ferrare, qui est l'épouse donc de sa nouvelle protectrice, est hostile aux réfugiés protégés par sa femme et va donc les chasser. Donc avant même d'avoir obtenu la réponse de François Ier, Marot va devoir s'exiler plus loin, cette fois à Venise en 1536. Et sa fin de vie, malheureusement, va être relativement tourmentée. Le 10 décembre, il peut enfin rentrer, puisqu'un nouvel édit permet le retour des suspects. Il va arriver à Lyon, où il va être forcé d'abjurer ses hérésies, avouer qu'il n'a pas péché. Et encore, on peut se demander s'il s'agit véritablement d'hérésie, puisqu'il s'est contenté simplement de traduire des psaumes en français, même si ça suffit pour la Sorbonne pour le condamner. Et dans cette ville, il va être très chaleureusement accueilli, notamment par le milieu humaniste. Il va même retrouver la cour un peu de temps plus tard, puis faire paraître en 1538 ses œuvres, donc toute une série de textes qu'il a écrits durant sa vie. Mais il va malgré tout poursuivre un travail dangereux. Il va continuer à traduire des psaumes, malgré l'interdiction de la Sorbonne, et la Sorbonne, justement, va le supporter de moins en moins, parce que ça donne au public les moyens d'une prière personnelle, alors que la Sorbonne préférerait conserver ce pouvoir religieux. Et en 1541, Marot va publier 30 psaumes, ce qui lui vaut un renouveau des hostilités. D'autant plus que en 1542, l'Enfer, qui n'avait pas été publié jusque-là, a été édité en vers et diffusé sans l'autorisation de Marot, notamment par Étienne Dolé, qui est un ami de Marot, qui est un imprimeur de textes évangélistes et qui est lui-même réformé. Et donc la réaction va être assez vive, les persécutions vont reprendre, Dolé lui-même sera brûlé pour hérésie en 1546 et Marot va s'exiler, quitter la France pour se diriger cette fois à Genève. Et à Genève, il va retrouver cette personne dont nous avons parlé juste avant, Calvin. Et sous la direction de Calvin, il va continuer la traduction des psaumes, il va en traduire plus d'une cinquantaine, qui seront immédiatement adoptés par la communauté réformée. Le problème, c'est que si dans ce mouvement humaniste, il est parfaitement bien ancré, dans cette idée de réforme, il s'articule particulièrement bien, il conserve une indépendance d'esprit qui s'accorde assez mal avec la rigueur de Genève, et Marot va créer ce scandale notamment en jouant aux cartes, ce qui à l'époque est interdit à Genève pour des questions morales. Parallèlement, on va aussi lui reprocher d'avoir accepté d'abjurer sa foi à Lyon, et il va à nouveau être forcé de partir. Il va ainsi rejoindre Chambéry, puis un peu plus tard Turin, où il va mourir en 1544, finalement passablement disgracié. Donc fin de vie malheureusement un peu tragique pour cet homme qui a rencontré, vous le voyez ici, Calvin, et qui a beaucoup œuvré justement pour l'essor de l'humanisme, mais aussi pour la réforme. Voilà, très rapidement, ce que nous pouvions dire de Marot jusqu'ici. La prochaine fois, nous parlerons un petit peu justement de cette grande figure, de la légende qui l'entoure, de sa part d'héritage, mais aussi de sa part de création. D'ici là, comme d'habitude, je reste à disposition si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, et je vous souhaite une excellente semaine.